Son oncle lui avait promis une éducation, mais il en avait fait son esclave, sans savoir qui elle deviendrait. À 19 ans, elle frottait le sol d'une autre famille tandis que son propre avenir pourrissait dans une réserve qui sentait le poisson séché. Son oncle avait tout promis à ses parents. Pour son école. Oui. Un avenir. Une chance. Il l'avait cru parce qu'il rentrait en voiture, portait une chemise de sénateur repassée et avait le don de faire passer ses mensonges pour des projets. Ils avaient envoyé leur fille vers lui avec un petit sac et un grand rêve. À la place, il lui avait donné une brosse, une serpillière, un réveil à 4h30, un tapis dans la réserve, et 4 années à regarder ses propres enfants partir pour l'école chaque matin, tandis qu'elle restait à la porte avec un seau à la main. Il croyait lui avoir tout pris. Il ne savait pas qui elle devenait en silence. Dans leur village d'Oguta, ses parents croyaient qu'elle était à l'école. Ils le croyaient parce que l'oncle Boniface le leur avait dit. Il envoyait des messages. Il décrivait l'école qu'elle fréquentait, les matières qu'elle étudiait, les progrès qu'elle faisait. Il avait même, une fois, produit un bout de papier qu'il appelait un bulletin scolaire et l'avait envoyé au village par l'intermédiaire d'un voisin voyageur. Ce n'était pas un bulletin scolaire, mais ses parents ne le savaient pas. Ils étaient fiers. Ils disaient aux gens du village que leur fille était à Lagos, qu'elle recevait une éducation, qu'elle se construisait un avenir. Et dans une réserve au 2e étage d'une maison à Surulré, leur fille résolvait des problèmes de mathématiques à la lueur d'une lampe torche, dans les marges d'un vieux manuel abandonné. Parce qu'elle avait décidé que si personne ne lui donnerait une éducation, elle se la construirait elle-même. Elle s'appelait Adaz. Dans sa langue, cela signifiait « fille d'un roi ». Personne dans cette maison n'utilisait son nom. Il l'appelait « la fille ». Il l'appelait « viens ici ». Il l'appelait « tu es sourde ? Tu ne m'as pas entendu ?» Adaz répondait à tout cela et gardait son vrai nom bien au fond d'elle, là où il ne pouvait pas l'atteindre. Elle avait 15 ans quand l'oncle Boniface était rentré à Oguta pour Noël. Il était arrivé en voiture. Cela seul suffisait à faire de la visite un événement. Il portait une chemise de sénateur repassée et de bonnes chaussures en cuir, et saluait les gens avec cette énergie particulière des hommes qui veulent que le village comprenne que Lagos lui avait souri. Il avait apporté des sacs de riz et des boîtes de boissons maltais, et s'était assis dans le salon de la famille d'Adaz pour parler à ses parents avec l'autorité d'un homme apportant une solution à un problème qu'il n'avait pas encore formulé. La famille d'Adaz n'était pas pauvre de la manière dont l'imaginent ceux qui n'ont jamais connu la pauvreté. Ils étaient pauvres de cette façon spécifique, épuisante, d'une famille qui travaille très dur et ne parvient jamais à s'en sortir. Son père réparait des motos, sa mère vendait des arachides et du poisson fumé au marché en bord de route, et ensemble, ils nourrissaient 6 enfants, payaient le loyer, rapiéçaient le toit, et il n'y avait jamais tout à fait assez de rien. Adaz était la 2e enfant et la seule fille. Elle était première de sa classe depuis l'école primaire. Son professeur avait écrit en rouge dans son dernier bulletin de primaire, ce qui était inhabituel, que cet enfant ne devait en aucun cas arrêter ses études. Ses parents avaient lu ces mots et en avaient senti le poids, tout en sachant qu'ils ne pouvaient pas les garantir. Puis l'oncle Boniface s'était assis dans leur salon, avec sa chemise de sénateur repassée, ses bonnes chaussures et sa voiture garée dehors, et il leur avait fait une proposition. Il emmènerait Adaz à Lagos, l'inscrirait dans une bonne école. Elle vivrait avec sa famille, aiderait un peu à la maison comme le ferait n'importe quel enfant, et en échange, elle recevrait l'éducation que ses parents ne pouvaient pas lui offrir. Elle rentrerait pour Noël. Elle appellerait chaque semaine. Ses parents avaient posé des questions. Il avait une réponse à tout. Ils avaient prié, discuté, regardé Adaz, assise dans un coin de la pièce, faisant semblant de ne pas écouter une conversation qui concernait entièrement son avenir. Elle n'avait pas peur. Elle avait 15 ans et ce courage particulier de ceux qui n'ont pas encore appris toutes les façons dont la confiance peut être trahie. Sa mère lui avait tressé les cheveux la veille de son départ. Son père lui avait glissé 200 naira dans la main à la porte, tout ce qu'il avait, et lui avait dit « Rends-nous fiers ». Elle lui avait promis qu'elle le ferait. Elle le pensait de tout son cœur. Personne ne savait ce qui l'attendait déjà dans cette maison de Lagos, ce qui avait déjà été décidé avant que la voiture ne quitte leur route. La maison de Surulré était grande selon tout ce qu'Adaz avait connu. 2 étages, un groupe électrogène, une porte avec un cadenas,
un salon carrelé avec une grande télévision et des fauteuils qu'on lui avait ensuite interdit d'utiliser. Tante Ngozi l'avait accueillie à la porte. Tante Ngozi était la femme de l'oncle Boniface, une femme compacte et précise, dont le visage avait appris à exprimer l'approbation et la désapprobation avec une efficacité redoutable. Elle avait regardé Adaz comme on regarde un meuble dont on décide où le placer. Elle lui avait demandé si elle était forte. Adaz avait répondu oui, et Tante Ngozi avait hoché la tête comme si cela confirmait quelque chose. La première semaine, Adaz avait attendu que quelqu'un parle de l'école. Elle aidait volontiers pour les petites tâches. Elle ne voulait pas être un fardeau. Elle voulait montrer qu'elle était responsable et reconnaissante. Le 8e jour, la femme de ménage de la famille avait annoncé qu'elle retournait dans son état d'origine. Elle était partie un vendredi matin avec ses 2 sacs et sa malle en métal. Vendredi après-midi, Tante Ngozi avait montré à Adaz où étaient rangés les produits de nettoyage. Samedi, elle lui avait expliqué l'emploi du temps quotidien. Lundi, Adaz faisait tout ce que faisait la femme de ménage, cuisiner, balayer, laver, faire la lessive, s'occuper des 3 enfants plus jeunes, tout. Elle attendait toujours d'être inscrite à l'école. Elle avait attendu 2 mois avant d'oser demander. Tante Ngozi lui avait répondu, avec la patience de quelqu'un qui explique une évidence à une personne lente, qu'elle devait être patiente, que tout venait en son temps. Adaz était patiente. Elle croyait que la patience était une vertu et que les choses s'arrangeaient pour ceux qui attendaient. Elle ne savait pas encore que la patience, entre de mauvaises mains, n'est que le chemin le plus long pour nulle part. Les mois étaient devenus une année en était devenue 2. Les 3 enfants de l'oncle enfilaient leur uniforme chaque matin et montaient dans la voiture qui les emmenait à leur école privée, et chaque matin, Adaz restait à la porte et regardait la voiture scolaire disparaître au coin de la rue, puis se retournait vers la cour et prenait son balai. Dans le village d'Oguta, ses parents recevaient des messages de l'oncle Boniface leur disant qu'Adaz allait bien, qu'elle étudiait dur, qu'elle devenait une belle jeune femme. Ils étaient fiers. Ils remerciaient Dieu. Personne ne leur disait la vérité. Et personne dans cette maison n'imaginait que ce qu'il faisait à cette jeune fille, ce qu'il lui prenait année après année, discrètement, sans drame, leur reviendrait un jour d'une manière qu'aucun d'eux n'aurait pu prévoir. En 4 ans, Adaz avait rempli 11 cahiers. Des mots, des significations, des phrases, des faits entendus à la radio, les noms de pays qu'elle entendait aux informations, des exercices de mathématiques qu'elle résolvait à la main à partir d'un manuel de 3e année qu'elle avait trouvé abandonné derrière la maison. Elle avait travaillé chaque problème, puis recommencé pour s'assurer de comprendre chacun différemment la 2e fois. Elle n'attendait plus. Elle avait arrêté d'attendre quelque part pendant la 2e année, quand elle avait compris qu'attendre que l'oncle Boniface et Tante Ngozi lui donnent ce qu'ils avaient promis, c'était comme attendre que l'harmattan apporte la pluie. Les conditions n'existaient pas. Alors, elle avait créé ses propres conditions. Elle avait découvert où se trouvait la bibliothèque publique, à 3 arrêts de bus. Les jours où elle pouvait partir sans être remarquée, elle y allait. Elle n'avait pas toujours l'argent pour le bus. Ces jours-là, elle marchait, 40 minutes dans chaque sens. Elle s'asseyait dans la bibliothèque pour le temps qu'elle pouvait voler, et lisait l'histoire, les sciences, la littérature, le droit, tout ce qui se trouvait sur les étagères et qu'elle n'avait pas encore lu. La bibliothécaire, une femme plus âgée nommée Madame Adetutu, l'avait remarquée après sa 4e visite. Elle avait remarqué le cahier. Elle avait remarqué la façon dont Adaz lisait, non pas comme on lit pour tuer le temps, mais comme on lit quand on construit quelque chose. Madame Adetutu lui avait dit un après-midi, discrètement, que l'école du soir de la mairie, à 3 rues de là, inscrivait des élèves. Les cours avaient lieu de 18h à 20h. Les frais étaient modestes. Adaz l'avait regardé longuement. Puis elle avait demandé comment s'inscrire. Elle avait payé avec l'argent qu'elle avait économisé sur 8 mois, des petites pièces gardées sur la monnaie du marché, en arrondissant les prix quand on l'envoyait faire des courses, et en gardant la différence. 5 nera ici, 10 nera là, construisant lentement, avec la patience de quelqu'un qui dirige enfin sa patience vers son propre salut. Elle n'avait rien dit à l'oncle Boniface. Elle n'avait rien dit à Tante Ngozi. Elle avait simplement commencé à suivre les cours du soir, et pour la première fois en 4 ans, elle s'était assise dans une salle où quelqu'un attendait quelque chose de son esprit.
Elle était la nouvelle élève la plus âgée de sa classe de 3 ans, et de loin la plus rapide. L'enseignante, mademoiselle Onyeka, qui dirigeait la classe avec l'énergie de quelqu'un qui croyait sincèrement que ces 2 heures du soir comptaient, avait remarqué dès la 2e semaine qu'Adaz n'était pas une débutante. Elle ne comblait pas des lacunes. Elle accélérait. Elle répondait à des questions que les autres élèves n'avaient pas encore atteintes. Elle posait des questions qui faisaient avancer le cours. Mademoiselle Onyeka avait commencé à rester 5 minutes après la classe pour lui parler. Et c'est dans cette classe, un mardi soir de novembre, qu'Adaz avait rencontré Emeka. Il n'était pas élève. C'était un bénévole. Un fonctionnaire discret qui venait 2 fois par semaine aider en mathématiques, car la classe n'avait pas de professeur attitré et il avait offert son temps sans qu'on le lui demande. Il avait 31 ans. Il était ordinaire à regarder, de cette façon dont les gens vraiment bons sont parfois ordinaires. Pas de mise en scène, pas d'annonce, juste une personne qui venait et faisait ce qu'elle disait. Il avait remarqué Adaz de la manière dont on remarque quelque chose qui ne correspond pas tout à fait à la catégorie dans laquelle on l'a placée. Elle terminait les exercices de mathématiques avant qu'il n'ait fini de les expliquer. Il lui avait demandé comment elle faisait, non pas comme un compliment, mais comme une question, la façon dont on demande quelque chose qu'on essaie de comprendre. Elle lui avait dit qu'elle s'était enseignée à partir d'un vieux manuel abandonné. Il l'avait regardé un moment, puis il avait dit, « Il y a d'autres manuels, si tu en veux. » C'est comme ça que tout avait commencé. Pas de façon dramatique, pas de façon romantique, pas encore. Juste un homme qui avait des manuels et une femme qui en avait besoin, et un petit acte de décence humaine qui, avec le temps, deviendrait l'une des choses les plus importantes qu'ils aient jamais faites. Pendant 6 mois, Adaz avait étudié. Elle avait traversé les matières comme elle avait toujours traversé les choses qu'elle aimait, complètement, avidement, sans gaspillage. Elle avait 19 ans, elle était la meilleure élève de la classe, elle n'avait pas eu un vrai jour de repos depuis 4 ans, et elle était plus heureuse qu'elle ne l'avait été depuis qu'elle avait quitté Oguta. Puis, inévitablement, la maison l'avait découverte. C'était Chisson qui l'avait vue. Chisson était l'aîné des enfants de l'oncle Boniface, 15 ans maintenant, avec ce regard perçant que développent souvent les enfants qui grandissent dans des foyers où règnent les secrets. Elle était dans la voiture avec son père, qui rentrait de quelque part, quand ils étaient passés devant le bâtiment de l'école du soir et qu'elle avait vu Adaz, debout sur le seuil avec un cahier sous le bras, en train de parler à un homme qu'elle ne reconnaissait pas. Elle l'avait dit à sa mère ce soir-là. Ce qui s'était passé ensuite n'avait pas été une confrontation. C'était quelque chose de plus silencieux et de plus efficace. Tante Ngozi avait commencé à allonger les tâches d'Adaz. L'heure de début du matin était passée de 5h à 4h30. De nouvelles tâches apparaissaient, qui se terminaient juste après 18h chaque soir. Les courses au marché étaient reprogrammées les mardis et jeudis après-midi, exactement les jours où Emeka venait enseigner. Elle n'avait rien dit directement. Elle avait simplement fait disparaître l'espace pour l'école du soir. Quand Adaz avait demandé, une fois, avec soin et respect, si elle pouvait assister à ses cours, Tante Ngozi l'avait regardée avec l'expression de quelqu'un qui a décidé que la réponse la plus puissante était de ne pas répondre du tout. Elle s'était éloignée. Adaz était restée dans le couloir après son départ et avait compris, avec une clarté presque paisible, qu'elle regardait la fin de quelque chose. Pas la fin de son ambition, pas la fin de ses efforts, mais la fin de sa volonté d'attendre une permission. Elle était retournée dans sa réserve. Elle s'était assise sur son mince tapis. Elle avait sorti son cahier, le 12e maintenant, et avait écrit une phrase en haut d'une page propre, « Je pars ». Elle l'avait dit à Emeka un samedi. Elle l'avait rencontré à la bibliothèque, une course au marché prolongée de 40 minutes, et lui avait tout raconté. Non pas parce qu'elle avait besoin d'être sauvée. Elle avait déjà décidé de partir, quoi qu'il dise. Elle le lui avait dit parce qu'il était la seule personne à Lagos qui connaissait son vrai nom, pas la version d'elle que la maison avait décidée, et elle voulait qu'une personne le sache. Emeka avait écouté. Il n'avait pas interrompu. Il n'avait pas offert de solution immédiate ou d'opinion immédiate. Quand elle avait fini, il était resté silencieux un moment. Puis il avait dit, « Je connais quelqu'un à Ikeja qui loue des chambres à des femmes qui travaillent. Le prix est raisonnable. Je peux lui parler. » Il avait aussi dit, « Le conseil d'examen a une date limite d'inscription dans 3 semaines.
Si tu veux passer le WAEC, il faut t'inscrire avant. Je peux payer les frais. Tu me rembourseras comme tu veux, ou pas du tout. Je te laisse décider. Adaz l'avait regardé. Il l'avait regardé en retour avec la stabilité simple et sans calcul d'un homme qui n'attendait rien en échange. Elle avait dit, je rembourserai chaque naira avec les intérêts. Il avait répondu, je sais. Elle était partie un jeudi matin. Elle n'avait pas écrit de lettre. Elle s'était levée à 4h30 comme d'habitude, avait accompli chaque tâche comme toujours, puis à 7h, alors que la maison était à table pour le petit déjeuner et que les enfants se préparaient pour l'école, et que personne ne surveillait la réserve, elle avait pris son sac. Le même petit sac avec lequel elle était arrivée 4 ans plus tôt, un peu plus lourd maintenant avec ses 12 cahiers, et était sortie par la porte de la cour. Elle n'avait pas couru. Elle avait marché d'un pas ferme, à son propre rythme, dans une direction qu'elle avait choisie. Derrière elle, quand ils avaient enfin remarqué son absence, la maison s'était embrassée. Tante Ngozi avait appelé un numéro qui n'existait plus. L'oncle Boniface avait contacté les parents d'Adaz à Oguta et s'était présenté comme un bienfaiteur blessé, trahi par l'ingratitude. Ses parents étaient confus. Ils avaient appelé le seul numéro qu'ils avaient, celui que l'oncle Boniface leur avait donné, et n'avaient obtenu aucune réponse. Un message était finalement arrivé par une chaîne de voisins, « Reviens et excuse-toi, ou nous ferons en sorte que ta famille sache quel genre de fille tu es devenue. » Adaz avait reçu ce message. Elle l'avait lu une fois, puis l'avait mis de côté et ouvert ses supports de cours. Il lui restait 12 jours avant la date limite d'inscription à l'examen. Elle n'avait pas le temps pour les menaces de gens qui avaient utilisé 4 ans de sa vie et étaient maintenant en colère qu'elle ait repris le reste. La chambre à Ikeja était petite et honnête. Un lit simple, une fenêtre donnant sur une cour étroite, une cuisine commune sur le palier. La propriétaire, Madame Théo, l'avait regardé 30 secondes à son arrivée et avait dit, « Tu paies le 1er du mois, tu gardes ton espace propre, et tu ne crées pas de problème dans cette maison. » Adaz avait accepté les 3 conditions. Elle avait trouvé du travail la 2e semaine, un poste de saisie de données dans une petite entreprise de logistique. Le salaire était modeste. Il était à elle. Elle étudiait le soir et le week-end. Emeka continuait à lui apporter des supports et à corriger ses travaux. Ce qui grandissait entre eux grandissait comme grandissent les choses réelles, lentement, sans annonce, dans la direction de quelque chose de durable. Elle avait passé son examen WAEC 4 mois après avoir quitté la maison. Elle l'avait réussi avec mention dans 6 de ses 8 matières. Quand les résultats étaient arrivés, elle s'était assise dans sa petite chambre honnête et avait longuement regardé le papier, sans pleurer, sans célébrer, juste en regardant ce vers quoi 4 ans de matin à 5 heures, d'heures volées à la bibliothèque et de cahiers remplis à la lueur d'une lampe torche avaient mené, et en laissant cela devenir réel. Puis elle avait appelé sa mère. Elle lui avait tout raconté. Leur appel avait duré 2 heures. Sa mère avait pleuré pendant la plupart du temps, non pas de honte, mais de ce chagrin de parent qui comprend trop tard avoir confié la chose la plus précieuse à la mauvaise personne. Son père n'avait pas parlé pendant les 20 premières minutes après que sa mère lui avait passé le téléphone. Puis il avait dit, « Tu es bien la fille de ton grand-père. » Dans leur famille, c'était la plus belle chose qu'on puisse dire d'une personne. Quant à l'oncle Boniface, il avait découvert ce qu'Adaz était devenu non pas par une conversation familiale, mais par un écran de télévision. 3 ans après qu'elle avait quitté sa maison, dans une émission de télévision couvrant les jeunes professionnels qui faisaient une différence à Lagos, un reportage avait été diffusé sur une jeune femme de 22 ans qui avait lancé une initiative éducative communautaire, offrant un accès à l'école du soir aux domestiques et aux jeunes non scolarisés dans 3 zones locales. Son nom était à l'écran. Son visage était à l'écran. Adaz. La fille qui avait balayé sa cour chaque matin à 4h30. Celle qui dormait dans la réserve où l'odeur de poisson séché ne quittait jamais l'air. L'oncle Boniface avait regardé le reportage depuis son salon à Surulré, dans la même pièce carrelée avec les mêmes fauteuils qu'il lui avait interdit d'utiliser. Personne dans la pièce n'aurait pu décrire ce qui était passé sur son visage, mais tout le monde avait compris que quelque chose s'y était installé de manière permanente. Un poids qui ne partirait plus. Adaz et Emeka s'étaient mariés 2 ans après qu'elle avait quitté la maison. C'était un samedi en saison sèche.
Leur famille, leurs amis, Madame Adétutu de la bibliothèque qui avait pleuré pendant toute la cérémonie, et Mademoiselle Onyeka qui avait prononcé un discours qui avait fait pleurer tout le monde. Ils avaient eu 2 filles. Elle avait donné à la première le nom de sa mère. La deuxième, elle l'avait appelée Amara, ce qui signifie « grâce », parce que c'était ce dont toute cette histoire avait eu le plus besoin. L'initiative éducative avait grandi. Ce qui avait commencé comme une conversation entre Adaz et 3 autres femmes dans la cuisine de Madame Théo était devenu une organisation enregistrée, financée par 2 fondations et en partenariat avec le gouvernement pour le soutien pédagogique. Elle ne le faisait pas par esprit de revanche. Elle le faisait parce qu'elle savait exactement ce que cela coûtait à une personne de vouloir apprendre et de n'avoir aucun chemin pour y parvenir. Et elle avait décidé que ce coût était inutile, et qu'elle passerait sa vie à le réduire. Elle avait finalement rompu tout contact avec la maison de l'oncle Boniface. Pas avec du drame, pas avec une confrontation ou une scène finale. Elle avait simplement cessé de répondre, puis était devenue introuvable. Et le silence était devenu permanent. Ses parents étaient venus lui rendre visite à Lagos. Son père s'était assis dans l'appartement qu'elle partageait avec Emeka. Un vrai appartement maintenant, avec des meubles qu'ils avaient choisis ensemble et la lumière qui entrait par 2 fenêtres. Il avait tenu sa petite fille sur ses genoux et était resté silencieux pendant longtemps. Puis il avait dit à Adaz, « J'aurais dû venir te chercher plus tôt. » Elle lui avait répondu, « Tu es venu quand tu as pu, et j'ai trouvé mon chemin », ces 2 choses étaient vraies. La patience est un don. Mais la patience donnée aux mauvaises personnes, dans les mauvaises conditions, pour les mauvaises raisons, la patience utilisée pour se faire petit par peur de ce que la vie coûte, ce n'est pas une vertu. C'est une cage qui a appris à s'appeler une vertu. L'histoire d'Adaz n'est pas une histoire de vengeance. Elle n'a pas construit sa vie pour prouver quoi que ce soit à l'oncle Boniface ou à tante Ngozi. Elle l'a construite parce que c'était sa vie à construire, et parce que les années qu'il lui avait prises n'avaient pas pris l'essentiel, sa compréhension de sa propre valeur. Il y a des gens dans ce monde qui prendront ce que vous avez et appelleront cela de l'aide, qui vous utiliseront et appelleront cela de la famille, qui vous garderont petit et appelleront cela de la gratitude. Ils ne méritent pas votre patience sans fin. Ils ne méritent pas votre silence, et ce n'est pas à eux de décider ce que vous deviendrez. Parfois, la chose la plus courageuse n'est pas de se battre. Parfois, la chose la plus courageuse est simplement de sortir par la porte à la lumière du matin et de ne pas se retourner. Adaz savait qui elle était avant que la gosse ne le confirme. Elle avait juste besoin d'une chambre à elle, de 12 cahiers, d'une bibliothèque à 3 arrêts de bus et d'une personne qui venait 2 fois par semaine avec des manuels et sans arrière-pensée. C'était assez. Cela a toujours été assez. Si tu veux que j'adapte ou que je développe une partie en particulier, n'hésite pas à me le dire.